Avant de démarrer votre épisode, j'ai une grande annonce à vous faire. La formation Naturodigest ouvrira enfin ses portes le 4 octobre prochain. Alors c'est quoi exactement Naturodigest ? C'est la formation à destination des naturopathes, diététiciens et autres professionnels de santé qui souhaitent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Dans cette formation, on revoit les bases d'une bonne digestion, on décortique en détail le microbiote et on développe chaque trouble digestif, ses causes, ses conséquences et bien sûr sa prise en charge. On passe de la dysbiose à la candidose, sans oublier le SIBO ou le fameux syndrome de l'intestin irritable. Pour tout savoir sur cette formation et recevoir les informations en avant-première et être tenu au courant de son lancement, pensez à vous inscrire sur la liste d'attente. Vous aurez toutes les dernières infos croustillantes et surtout, vous pourrez bénéficier d'un petit cadeau de lancement. Je ne vous en dis pas plus, mais le lien pour s'inscrire à cette liste d'attente est dans les notes de cet épisode. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on démarre l'épisode numéro 80 déjà. Le temps file, ma pauvre dame. Et on va parler aujourd'hui de l'intérêt de faire des tests pour évaluer une dysbiose. Je voulais vous faire cet épisode suite à mon épisode de la semaine dernière sur le syndrome de l'intestin irritable. Et sur le fait que beaucoup de choses effectivement se cachent derrière ce fameux syndrome de l'intestin irritable. Et je voulais aujourd'hui revenir sur l'importance des tests pour y voir plus clair sur ce qui se cache réellement derrière un trouble digestif. J'ai déjà fait un épisode entier sur les tests dans lequel je détaille les différents tests que l'on peut faire pour évaluer la santé intestinale d'une personne. C'est l'épisode numéro 49, je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Donc je ne vais pas redétailler les tests, mais aujourd'hui je voulais plutôt aborder l'intérêt d'en faire. Pourquoi ça peut être pertinent, voire vraiment pertinent, de faire des tests quand on se retrouve face à un client qui a potentiellement une grosse dysbiose. Alors je sais que c'est pas toujours évident de proposer ça aux clients parce que ça a un coût non négligeable. En général, on parle de minimum 100, 150 jusqu'à même 300 € parfois. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose d'anodin et qu'on peut faire comme ça tous les 4 matins. Donc voilà, ça a un coût non négligeable. Ça a aussi une logistique parfois pas évidente puisqu'il faut effectivement prélever un échantillon de sel par exemple ou un échantillon d'urine. Même si honnêtement les labos aujourd'hui ils rendent vraiment ça le plus simple possible. Donc je sais que pour notamment ces deux raisons-là, c'est-à-dire le coût et la logistique, tout le monde ne pourra pas faire ces tests ou ne voudra pas faire ces tests. Et évidemment on peut travailler sans ces tests, fort heureusement. Moi j'ai travaillé sans pendant plusieurs années en consultation. Les naturopathes qui existent depuis toujours ont toujours travaillé sans les tests, mais j'avoue que c'est quand même aujourd'hui un vrai plus dans mon accompagnement avec mes clients parce qu'on travaille quand même beaucoup mieux avec des tests qui nous permettent vraiment d'avoir des réponses sur l'état intestinal de la personne, l'état de son microbiote et encore il y a plein d'autres tests que l'on peut faire qui sont pas forcément sur l'état intestinal. Il en existe aujourd'hui énormément, on appelle ça des tests fonctionnels en général. C'est hyper intéressant, moi je trouve ça vraiment absolument fascinant, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les tests que l'on peut faire donc au niveau digestif, mais vraiment sur leur intérêt et donc pourquoi on peut vraiment mieux travailler avec ces tests et surtout comment. Alors déjà, revenons sur le concept d'une dysbiose. Qu'est-ce que c'est une dysbiose ?
c'est un déséquilibre dans le microbiote. Jusque-là, on est tous d'accord, ok. Sauf que, au-delà du simple fait de dire qu'il y a un déséquilibre, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir dans ce microbiote le fait qu'il soit pas assez diversifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de différentes colonies de bactéries présentes. Et en fait, toutes ces colonies de bactéries, elles ont toute leur importance. C'est pour ça que parfois les gens sont un peu choqués quand je leur dis mais dans votre microbiote vous avez effectivement des bactéries mais vous avez aussi des virus, des champignons et plein d'autres trucs et les gens me disent ah bon mais je veux pas avoir de virus dans mon microbiote et je comprends parce que clairement c'est pas trop le truc où on se dit ah trop cool j'ai des virus dans mon intestin. Sauf que évidemment quand on parle de champignons, de virus etc. c'est une toute petite quantité et en fait s'ils sont là c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont aussi leur importance. Donc ça c'est un point, mais aussi au sein des bactéries qui quand même représentent la majeure partie du microbiote, il existe plein de différentes colonies de bactéries dont certaines effectivement qu'on va plutôt qualifier de bactéries positives et d'autres de bactéries négatives. Voilà, en gros, c'est un peu, là je vous fais pas les termes très scientifiques, mais en gros c'est un peu ça, mais n'empêche qu'elles ont toute leur importance et que même des bactéries que l'on pourrait qualifier de négatives, elles ont besoin d'être présentes quand même en toute petite quantité parce qu'elles jouent aussi dans l'équilibre de notre microbiote. Pour reprendre mes super métaphores un peu bancales, mais je sais que vous les aimez bien, le microbiote c'est un peu comme une forêt ou comme un jardin. Et bien effectivement, dans une forêt ou dans un jardin, il faut qu'il y ait le plus d'espèces diversifiées possible pour garder l'équilibre justement de cette forêt ou de ce jardin. Si vous plantez un jardin où il n'y a que des roses par exemple et qu'il n'y a aucune mauvaise herbe, il n'y a aucun autre type de fleurs, etc. Alors certes, ça peut être un très beau jardin et les roses peuvent être magnifiques, mais il se peut qu'au bout de quelques années, la terre, elle soit un petit peu appauvrie, puisque en fait, chaque plante va aussi amener son lot de nutriments, etc. dans la terre. Et en fait, c'est aussi, on peut transposer ça à l'agriculture. Quand on fait de l'agriculture intensive, où sur un même carré de terre, on ne va planter que la même espèce de plante, et ça sans aucun renouvellement des cultures, sans aucune période de jachère, etc., eh bien on se retrouve avec une terre qui est complètement appauvrie, qui est complètement pauvre en nutriments, etc. Ben, c'est pareil avec votre microbiote en fait. Si on met que les mêmes bactéries tout le temps, ben, c'est pas forcément bon. Et là, il faut qu'il y ait vraiment une diversité de bactéries. J'espère que mes petites métaphores bancales vous plaisent et vous ont aidé à comprendre un petit peu mieux. Donc c'est important effectivement que le microbiote il soit suffisamment diversifié. Donc en général dans les tests il y a un indice de diversité du microbiote. Et si on se retrouve en présence d'un microbiote qui est trop peu diversifié, bah c'est pas forcément bon parce que encore une fois chaque colonie de bactéries et chaque espèce présente dans l'intestin a son importance. Donc c'est important qu'il y en ait suffisamment. Et voilà, il faut de tout pour faire un microbiote comme il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Donc ça c'est l'indice on va dire de diversité. Donc ça déjà c'est important de vérifier ce point-là. Ça fait aussi partie un petit peu des dysbioses, hein. Du coup c'est un déséquilibre puisque il n'y a pas assez de colonies de bactéries présentes. Ensuite, il peut y avoir un cas de figure, une dysbiose avec trop de mauvaises bactéries. Quand je dis mauvaise, à chaque fois j'ai envie de mesurer mon propos parce que vous l'aurez compris avec mon explication précédente, il n'y a pas forcément de mauvaises bactéries, c'est plus la quantité qui va être importante. Et là, effectivement, si la personne se retrouve avec trop de bactéries pathogènes, eh bien, là, ça peut devenir problématique, puisqu'en général, ce sont des bactéries qui sont plutôt pro-inflammatoires, qui vont venir un peu agresser la muqueuse intestinale ou produire certains gaz qui vont être plutôt agressifs et irritants pour la muqueuse intestinale. Et il peut aussi y avoir trop de bactéries qui grignotent le mucus. C'est notamment le cas d'une bactérie qui est Akkermansia mucinifila, qui est très importante dans l'intestin, c'est important d'en avoir suffisamment, mais il faut pas non plus en avoir trop, parce que quand on en a trop, en fait, le problème c'est que cette petite bactérie, elle adore grignoter notre mucus. Or, vous le savez maintenant, si vous suivez le podcast, le mucus c'est hyper important pour protéger notre intestin, pour créer un petit nid douillet pour le microbiote, etc. Donc si notre bactérie elle commence à trop grignoter le mucus, la muqueuse intestinale deviendra beaucoup plus vulnérable et sera plus à même d'être attaquée par plein de choses qui pourraient l'attaquer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi la quantité de certaines colonies de bactéries. Et effectivement, dans un cas de dysbiose, il peut y avoir notamment trop de mauvaises bactéries qui vont venir du coup agresser l'intestin, etc., etc. Donc ça c'est un cas de figure. Un autre cas de figure qui peut arriver, c'est de ne pas avoir assez de bonnes bactéries.
donc c'est-à-dire pas assez de bactéries qui notamment vont justement stimuler la production de mucus, puisqu'il y a certaines bactéries qui vont vraiment être un peu les coachs sportifs de l'intestin et vont l'encourager à sécréter du mucus, donc ça c'est un point important. Il y a aussi des bonnes bactéries qui vont sécréter ce qu'on appelle des AGCC, donc des acides gras à chaîne courte, notamment le fameux butyrate qui est un peu le plus connu, mais il y a aussi l'acétate, le propionate par exemple. Et ces AGCC, il est pas facile à dire à chaque fois celui-là, ces AGCC, ils sont bons pour le cerveau, mais ils sont aussi bons pour la muqueuse intestinale. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le chat miauler. Allez, je la laisse, c'est cadeau. Et donc ces AGCC, effectivement, ils sont bons pour plein de choses et il est important d'en sécréter suffisamment parce que quand il n'y en a pas assez, c'est là où ça peut poser problème. Donc ces bonnes bactéries, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des bonnes bactéries qui vont protéger contre les mauvaises bactéries. Parce qu'effectivement, au sein de notre microbiote, on a des bonnes bactéries qui sont un peu comme des petits soldats. Des soldats qui sont parfois un peu passifs, c'est-à-dire qu'ils font pas grand-chose, mais juste leur présence va en fait protéger contre notamment une invasion du Candida albicans ou contre d'autres mauvaises bactéries, entre guillemets, qui vont venir, justement, celles dont on parlait juste avant, des bactéries plutôt pro-inflammatoires qui vont être présentes en trop grande quantité. En fait, le simple fait d'avoir suffisamment de bonnes bactéries, c'est ce qui va aussi nous protéger et en gros, elles vont un peu garder le terrain et aussi souvent elles vont sécréter des choses qui vont faire que les mauvaises bactéries ne vont pas pouvoir se développer. Donc voilà, celles-ci, elles sont hyper importantes. Donc ça, c'est un petit peu les deux cas de figure qu'il peut y avoir. En général, il arrive souvent que une personne elle ait trop de mauvaises bactéries ou pas assez de bonnes bactéries. Mais il y a aussi un autre cas de figure, c'est quand la personne, elle a les deux. C'est-à-dire qu'elle a trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes bactéries. Il peut aussi arriver qu'elle ait trop de mauvaises bactéries et trop de bonnes bactéries qui du coup deviennent un peu des mauvaises bactéries puisque comme par exemple Akkermansia mucinifila, on l'aime bien mais quand il y en a trop là ça devient compliqué. Donc voilà, vous voyez que c'est assez complexe. Et parce que l'histoire ne s'arrête pas là, en plus de ça, on peut aussi rajouter des cas de candidose, donc d'invasion par le Candida albicans, et de SIBO, donc prolifération des bactéries dans l'intestin grêle. Et je rajouterais même aussi le polymorphisme génétique du gène FUT2, dont je vous ai parlé aussi dans l'épisode numéro 11, donc je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode, qui aussi va déterminer la qualité du mucus, puisque l'état du microbiote va aussi devoir être mis un peu en corrélation avec l'état du mucus qui peut être déterminé par justement ce polymorphisme génétique du FUT2. Donc vous l'aurez compris, il peut y avoir plein de cas de figure et en fait, sans les tests, c'est assez compliqué de savoir. On peut effectivement se fier aux symptômes déjà pour évaluer, mais c'est pas toujours super fiable parce que parfois les symptômes peuvent être un peu trompeurs ou parfois la personne ne sait pas forcément expliquer ses symptômes avec les mots qu'on entend nous, qui nous permettent vraiment de déterminer et c'est pas de sa faute, c'est que les gens ils ont pas tout le vocabulaire un peu scientifique qu'on peut avoir, ce qui est normal, donc c'est aussi à nous de les guider et de vraiment poser les bonnes questions, mais déjà ça il faut savoir quelles questions poser pour essayer de déterminer un peu tout ça. Mais voilà, vous voyez que c'est quand même hyper complexe et derrière simplement ce terme dysbiose, il peut se cacher énormément de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est que selon la situation, la stratégie ne sera pas la même du tout. Parce que, par exemple, donner un probiotique à une personne qui a déjà assez de bonnes bactéries, mais juste trop de mauvaises bactéries, ça servira pas à grand chose et ça peut même mettre encore plus le bazar dans tout ça. Puisque si la personne elle a trop de mauvaises bactéries, mais juste elle a assez de bonnes bactéries, mais en fait il y a juste trop de mauvaises bactéries qui se sont développées, il faudra d'abord diminuer les mauvaises bactéries pour faire un peu plus de place, et ensuite effectivement recoloniser avec des bonnes bactéries. Mais si on donne juste un probiotique sur quelqu'un qui a déjà un gros déséquilibre ou qui n'en a pas forcément besoin dans un premier temps, ça peut soit ne rien faire, soit être compliqué. Et encore pire sur un cas de SIBO où là le probiotique il aura probablement un effet explosif. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui disent moi je comprends pas, je prends un probiotique, j'ai le ventre qui ballonne encore plus, mes symptômes c'est encore pire qu'avant, donc je comprends pas, ça marche pas sur moi, etc. Et en plus de ça, petite parenthèse, il y a tellement de probiotiques différents qu'il faut aussi savoir s'y retrouver parmi cette jungle. Et puis donc pour revenir effectivement sur le cas de si la personne elle a trop de bactéries qui grignotent le mucus et qu'en plus elle a un profil FUT2 non sécréteur, donc c'est-à-dire qu'elle a un mucus de mauvaise qualité, là c'est la catastrophe pour la muqueuse. Non seulement la muqueuse elle est pas bien protégée, mais en plus de ça, elle est beaucoup plus facilement attaquée par les mauvaises bactéries
parce que le mucus est trop pauvre. Donc ça aussi c'est important de le savoir, parce que si on se dit la personne elle a juste une dysbiose, on va lui donner un petit probiotique pour rééquilibrer tout ça, mais que finalement on lui donne un probiotique avec des bactéries qui ont tendance à un petit peu grignoter le mucus, finalement ça va encore plus aggraver les choses, et d'autant plus si on n'a pas vérifié si elle avait un profil sécréteur ou non sécréteur. Donc vous voyez que ça peut vite devenir un petit peu le bazar tout ça. Et puis encore une fois on peut effectivement se fier aux symptômes déjà, ça peut nous donner quand même de bonnes indications, mais il faut savoir les connaître, savoir poser les bonnes questions, et c'est pareil pour les tests finalement, parce que même chose pour les tests, il suffit pas de les recommander aux clients, il faut encore savoir comment les interpréter et les utiliser. Parce que si juste on dit vous allez faire un test du microbiote et puis on verra, et qu'au final vous recevez les résultats et là c'est un peu la page blanche, vous ne savez pas comment interpréter ça, comment ça peut vous aider et c'est quoi la stratégie à mettre en place, du coup c'est un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui, fort heureusement, la plupart des laboratoires qui font des tests du microbiote envoie des résultats assez détaillés avec quelques recommandations, mais franchement ça suffit pas du tout. Si on n'a aucune connaissance, ça suffit pas du tout pour savoir quoi mettre en place, et surtout ça permet pas du tout de l'adapter à vraiment la situation de la personne, puisque les recommandations qu'ils vont faire, c'est évidemment des choses qui vont être assez généralistes, qui peuvent être utiles, ça c'est sûr, mais qui vont pas suffire à vraiment prendre en charge votre client, puisque il faut prendre en charge tout l'environnement de la personne. Il faut essayer de comprendre pourquoi elle a cette dysbiose, qu'est-ce qui a pu la déclencher, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau alimentation, est-ce qu'il y a plein de choses à voir au niveau nerveux, est-ce que il y a un travail à faire sur l'estomac, sur la mastication, ça en général il y a toujours un travail à faire sur ça. Bref, il y a plein de choses à faire, et il faut savoir du coup à la fois être capable d'interpréter les tests, de savoir comment les utiliser concrètement, et aussi évidemment bien connaître les troubles digestifs pour pouvoir ensuite faire des connexions, faire des liens, et voir aussi quand il y a plusieurs troubles digestifs en même temps, ce qui arrive quand même assez souvent, on essaie de réfléchir sur quoi on travaille en premier, qu'est-ce qui du coup va pouvoir avoir un effet domino positif sur les autres, et donc nous aider à résoudre naturellement d'autres troubles digestifs, alors que si jamais on commence par un autre truc, finalement, ça va juste pas résoudre le premier qui était finalement la cause de la cause. Donc voilà, c'est important vraiment de se poser les bonnes questions, et c'est justement évidemment ce que j'ai condensé dans la formation Naturo Digest, où j'ai vraiment fait le travail pour vous de condenser toutes mes connaissances sur les troubles digestifs, toutes ces problématiques, ces questionnements qu'il faut avoir, les réflexes, bien connaître les causes, les conséquences, les prises en charge, etc., etc. Dans la formation, on détaille bien donc chaque trouble digestif, les symptômes qui les caractérisent, les points de vigilance aussi pour ne pas confondre les différents troubles entre eux, ça c'est important, les questions à poser évidemment, ce qui permet de bien différencier par exemple un SIBO d'une dysbiose plutôt inflammatoire par exemple, et puis on détaille aussi tous les tests sur la santé intestinale, comment les interpréter, ce qu'on peut mettre en place ensuite pour régler tout ça, etc., etc. Donc si vous souhaitez vous former concrètement aux troubles digestifs et savoir comment accompagner vos clients, honnêtement c'est la formation qu'il vous faut et rien de moins. Cette formation elle sera disponible le 4 octobre prochain, et vous pouvez recevoir donc toutes les infos sur la formation en vous inscrivant à la liste d'attente, et en plus les inscrits auront également un petit cadeau de lancement quand la formation ouvrira ses portes. Je vous mets le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, et si vous avez des questions suite à cet épisode ou des questions sur la formation, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Je trouve ça toujours hyper enrichissant d'échanger aussi avec des professionnels de santé, que ce soit naturopathe, diététicien, pharmacien, médecin ou que sais-je, parce qu'on a énormément de choses à apprendre les uns des autres, et ça nous permet vraiment de un peu confronter nos idées, connecter aussi nos cerveaux pour avoir encore plus de réflexion sur telle ou telle situation, etc. Discuter de certains sujets aussi de santé, d'actualité, un petit peu, des choses un peu brûlantes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, vraiment je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'intérêt de faire des tests pour évaluer une dysbiose vous aura plu et vous permettra d'y voir un petit peu plus clair effectivement sur le pourquoi du comment on fait des tests, et que c'est pas juste pour faire joli et pour avoir des petits graphiques à montrer à son client,
que c'est vraiment pour avoir des réponses concrètes et nous donner vraiment des pistes d'amélioration et aussi souvent pouvoir expliquer un petit peu les symptômes à un client et ça souvent ça les rassure de dire en fait vous voyez c'est vraiment pas dans votre tête, si vous avez tel symptôme c'est potentiellement parce que il y a ça dans votre microbiote. On n'est pas là pour faire des affirmations absolument sûres à 100% puisque comme pour tout il y a une part de on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas ça permet quand même de faire des connexions et d'envisager pour la personne des pistes et en général les clients aiment bien quand on arrive à leur expliquer concrètement pourquoi ils ont tel symptôme. Il y a vraiment une espèce de soulagement sur leur visage de dire mais en fait je suis pas fou, c'est pas dans ma tête, en fait il y a vraiment des réponses et ça je trouve que ça n'a pas de prix parce qu'on se retrouve parfois vraiment seul quand on a des symptômes et que la plupart des personnes nous disent en fait vous n'avez rien, c'est dans votre tête donc je ne peux rien pour vous. Donc voilà, c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles moi je me suis spécialisée sur ça et j'ai créé cette formation pour que de plus en plus aussi de professionnels de santé puissent accompagner au mieux les troubles digestifs de type syndrome de l'intestin irritable dans lequel la plupart des clients se retrouvent un petit peu seuls au monde. Voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre intestin.